Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal le rôle que vous aviez joué pour éviter un bain de sang ces jours-là? Ok. Ce jour-là, quand il y a eu les jeunes de Kalia se sont révoltés pendant le temps du général Sekouba, c'est la nuit qu'il m'a tenu informé d'aller maintenir la paix dans ce milieu où il y avait la révolte des hommes. Donc il m'a donné la mission d'aller là-bas la nuit c'était à partir de 23h où j'ai été. Et j'ai demandé à tous les jeunes qui étaient de là-bas de rendre les armes. Ils ne sont pas préparés pour faire la guerre, donc de rendre les armes. Donc j'étais à l'époque accompagné même du gouverneur de la ville de Conakry. C'est quand on a regroupé tout, les armes, on a mis dans les véhicules. Maintenant que le chef d'état-major Noutiam est venu, aussitôt on a convoyé ensemble les matériels. Très bien. Donc, n'eût été votre intervention, n'est-ce pas, il y aurait bain de sang ce jour? Bien sûr, parce que personne n'a été le premier à aller là-bas, parce que tout le monde attendait que je puisse être le premier sur le terrain pour savoir si peut-être ça va péter ou quoi. Chacun était sur la route. Très bien. Et très bien. C'est peut-être ma dernière question. Vous aviez parlé ici de la commission d'enquête internationale à laquelle le président Moussa Dadis a adhéré, accepté, n'est-ce pas, sa venue ici. Alors, selon vous, est-ce que le président Moussa Dadis Camara pouvait admettre la venue de la commission d'enquête internationale pour investiguer sur ces événements s'il se reprochait de quelque chose? Si, celui qui a fait appel. Donc je veux savoir, est-ce que quand on se reproche de quelque chose, on a besoin de demander des gens de l'étranger pour venir enquêter? Non. Très bien. Monsieur le Président, avec votre permission, je veux soumettre une demande qui ne prend même pas 30 secondes. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais, avec la permission des confrères de la défense du président Moussa Dadis Camara, produit au dossier de la procédure une pièce signée du commandant Aboubakar Toumba, Diakité, décidant de l'affectation de 26 sous-officiers au régiment commando, signature qu'il a faite en qualité de commandant du régiment. Il y a à côté de sa signature deux autres noms, en l'occurrence Ibrahima Sano et Yassine Baldé. Ce sont des officiers qui vivent, qui sont en fonction. La défense du président Moussa Dadis sollicite qu'il plaise au tribunal, maintenant ou au moment venu, de décider de leur comparution sur le fondement de l'article 400 et suivant du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Sur la demande, le ministère public. Monsieur le Président, par rapport à cette demande
Le ministère public ne trouve aucune objection. N'a pas compris. Je disais, par rapport à cette demande, le ministère public ne trouve aucune objection. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Moi, je pense qu'à ce stade de la procédure, il serait important que les débats se poursuivent et après, à l'issue, nous verrons de l'opportunité que telle ou telle personne comparaisse. Et nous savons tous que pour la comparution des témoins, il y a des formalités à accomplir. Ces formalités-là n'ont pas été accomplies et je pense que le tribunal se prononcera au moment venu sur l'opportunité d'accepter ou pas une telle demande. Je vous remercie, Monsieur le Président. La défense, surtout voilà, les conseils de... Bon, je précise les conseils ou le conseil l'un des conseils de M. Diakité, parce que ça le concerne. Oui, Monsieur le Président, on vous demande de faire citer des personnes pour venir témoigner autour d'une pièce déjà arguée de faux. Il s'agit d'un faux et d'un usage de faux. Ce document, d'abord, n'est pas un acte de nomination, c'est bien écrit, liste des militaires du centre d'infanterie de l'armée de l'air désignés pour le régiment. En quoi Toumba a-t-il nommé? Mais aussi, ce document ne reflète pas l'empreinte de Toumba. Il ne le reconnaît nullement pas. Ce n'est pas sa signature. Et la nomenclature même, l'entête, déshonore la République d'alors. Déjà des omissions, des incohérences. On dit présidence de la République, ministère de la Défense nationale, État général de l'armée, c'est état-major. On nommait carrément, il y a trop de tares et insuffisances, des infirmités qui émaillent le document. Il n'est même pas référencé, il n'est pas daté ni numéroté. Et la signature même est encombrée par le cachet et Toumba ne signe pas comme ça. Donc, vous ne pouvez pas, sur ce fondement, autoriser la comparution de gens sur la base d'un faux, volontairement, sciemment, consciemment, en toute connaissance de cause, dans le but de nuire, établi pour tenter de surprendre la bonne foi de votre tribunal. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas vous surprendre. Vous êtes des hommes de l'art. Vous nous passez juste la parole pour les besoins de la commodité et de la procédure, mais que vous en savez déjà. Vous avez déjà sous la main ce document. Il ne reflète pas l'exactitude. Il ne rime pas avec les rites de l'État, avec les symboles de l'État, et ne s'apparente pas à quelque chose en provenance de la présidence. Quel est votre avis, maître? L'avis, c'est que la demande est non avenue et qu'il y a lieu de la rejeter purement et simplement. Voilà, bon, c'est bon, hein? Cette question est mise en suspens en attendant le moment opportun pour décider de l'opportunité de la citation de ces signataires devant le tribunal. La défense continue avec ces questions.
Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi. Oui. Voilà, je voudrais savoir si vous êtes de la lignée du résistant Zubrat Touba Pivi. Est-ce que vous êtes de la famille du résistant Zubrat Touba Pivi? Oui, nous sommes les petits-fils. Vous êtes des petits-fils. Alors, ça veut dire que vous êtes d'une famille guerrière par naissance. Absolument. Bien. Est-ce que, habituellement, vous êtes un homme assez bavard, ou qui parle beaucoup, ou qui n'aime pas beaucoup parler? Compte tenu de mon sport, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, je ne parle pas beaucoup. Bien, parce que généralement, ceux qui sont des familles guerrières sont des personnes qui parlent peu. Alors, dans ces conditions, est-ce que les réponses que vous donnez à cette barre sont votre part de vérité dans ce dossier? Reprenez. Les réponses aux questions qu'on vous pose, est-ce qu'elles reflètent votre part de vérité par rapport aux faits poursuivis? Si, il y a certains qui n'aiment pas de vérité. Bien. Autrement dit, vos réponses, pour vous, c'est la vérité. Oui. Bien. On vous a demandé, par rapport à ces faits, si vous avez tué ou si vous avez pillé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Vous avez intégré l'armée en quelle année? Si. Vous avez intégré l'armée en quelle année? J'ai intégré l'armée en 1985. Bien. De 85, je pense que c'était sous le régime de feu général Lassana Conté, n'est-ce pas? Absolument. Bien. De 85 jusqu'en décembre 2008, est-ce que vous avez été poursuivi un seul jour par rapport à des cas de viol, à des cas de vol ou de meurtre dans ce pays? Je n'ai jamais été poursuivi. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'avez pas été poursuivi par rapport à des cas comme ça? Parce que j'ai un comportement qui est clair. Bien. Donc, vous n'avez à aucun moment été poursuivi pour des cas de séquestration, d'enlèvement, n'est-ce pas? Oui, comme ils disent. Bien. Alors, vous avez déclaré à cette barre qu'au temps du général Lassana Conté, vous avez été mandaté par vos pairs, par vos collègues militaires, de les représenter pour présenter leur doléance auprès de la République. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Est-ce que si vous étiez un militaire au comportement peu honorable, un militaire qui n'est pas assez honnête, est-ce qu'une telle mission vous aurait été confiée, mon colonel? Non, c'est de par la confiance de l'armée qui a fait qu'ils m'ont porté cette confiance. Pensez-vous que dans une armée comme celle de notre pays, on peut confier telle mission à des militaires qu'on retrouve par-ci par-là ou qui sont impliqués dans des cas de vol, de viol, pour accomplir de tels travaux, selon vous? Non. Bien. Autrement dit, vous étiez un militaire exemplaire, honnête, loyal, n'est-ce pas? Bien. Bien. Alors, dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, est-ce que vos frères d'armes étaient contents de vous? Autrement dit, est-ce que la mission a été accomplie à la hauteur de leur attente? Oui, la mission a été bien accomplie. À ce jour? À ce jour. Est-ce qu'ils sont fiers de vous, encore une fois de plus? À ce jour. Merci. Je demande, est-ce qu'ils sont fiers de vous encore? Mon colonel? Oui. Est-ce que ces militaires sont encore fiers de vous? Ils sont très fiers de moi. Bien.
vous avez dit également à cette barre qu'au moment des faits, qu'on appelle pendant ce temps-là, vous avez accompli plusieurs missions en dehors de la Guinée, notamment en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. Vous le maintenez, mon colonel? Je maintiens. Bien. Est-ce que, dans le cadre de ces missions sous-régionales, vous avez à un moment quelconque fait l'objet de poursuites ou d'indélicatesse qui vous est en train de poursuites quelconque? Non. Bien. Ça veut dire au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, vous avez accompli votre mission de façon exemplaire, n'est-ce pas? Exemplaire. Bien. Et par rapport au Libéria, je voudrais m'attarder un peu. Vous avez dit qu'à l'époque, vous avez parmi tant d'autres militaires été choisi, n'est-ce pas, pour assurer la protection du président Charles Taylor dans le cadre du maintien de la paix au Libéria. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, j'ai été sélectionné par la CEDEAO. Par la CEDEAO? Oui. Est-ce que ce privilège est donné à n'importe qui, mon colonel? Non. Ne pensez-vous pas que c'est un mérite? C'est un mérite. Est-ce que vous ne devez pas être honoré par rapport à ce travail accompli? Comme j'ai été honoré là-bas. Bien. Alors, par rapport à cette mission de protection du président Charles Taylor au Libéria, je veux savoir, est-ce que vous étiez apprécié par ce président? J'ai été beaucoup apprécié. Quels étaient vos rapports, non seulement avec le commandant militaire qui était au Libéria, mais aussi avec les autorités guinéennes pendant ces missions-là? Quels étaient vos rapports? Est-ce que les rapports étaient bons ou est-ce que les rapports n'étaient pas conflictuels? Non, les rapports étaient bien à l'armée guinéenne et même aussi les autres unités de la sous-région. Bon, par rapport au président Lansana Conté lui-même, parce que je pense bien qu'il était au courant que vous étiez au Libéria à l'époque, en ce moment-là, n'est-ce pas? Il était aussi très content. À votre égard, est-ce qu'il avait fait un geste quelconque de nature à vous conforter, à vous encourager par rapport à cette mission que vous accomplissiez avec bravoure? On a été encouragé lorsqu'il a été au Libéria et il a envoyé notre encouragement parce qu'il nous a offert des sommes à tout le contingent. Donc, n'est-ce pas là la preuve qu'avant 2008, vous avez toujours été au service de l'armée guinéenne et du peuple de Guinée, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Alors, par rapport à l'année 2008, je pense que c'est en décembre que l'armée a pris le pouvoir avec à la tête le président Dadis Camara, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce qu'à ce pris le pouvoir, il y a eu effusion de sang en Guinée? Autrement dit, est-ce qu'il y a des tueries en Guinée pour que le président Dadis Camara accède au pouvoir? Non, il n'y a pas eu un épisode de sang, rien. Bien. En étant un homme de confiance de l'armée guinéenne à l'époque, avant même que le capitaine Dadis Camara ne soit au pouvoir, pendant son régime, avez-vous occupé quelle fonction, s'il vous plaît? Quelle fonction avez-vous assumé pendant ce temps-là? Bon, comme j'ai dit au départ, j'étais le ministre de la sécurité présidentielle. Mais à un certain moment, c'était maintenant certaines sections que moi je couronnais maintenant. Bien. Je vais y revenir, mais bien avant. Je me rappelle qu'au temps de Sékou Touré, il y avait en Guinée qu'on appelait la milice, n'est-ce pas? Au temps de Sékou Touré, il y avait un corps qu'on appelait la milice. Est-ce que vous avez souvenance? Oui, la milice nationale. Oui. Est-ce que cette milice a continué à exister ou est-ce qu'elle a été supprimée à un moment quelconque dans ce pays? Non, cette milice a été supprimée dès la prise de pouvoir du général paix à son âme Conté. Oui, parce que moi j'ai appris que ces miliciens-là
avaient été reversés dans différents corps, n'est-ce pas, dans l'armée et la sécurité dans notre pays. N'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui, la plupart ont été renversés dans l'armée. Donc, depuis cette époque-là, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui en Guinée un corps ou des personnes qu'on appelait des miliciens? On n'a jamais vu ça ni attendu la Oui, ministre. parce que dans le cadre de ce procès, j'entends parler des miliciens venus de Kalea. Est-ce qu'il y a des miliciens en Guinée, que ce soit à Kalea ou que ce soit dans n'importe quel petit territoire de notre pays? Est-ce qu'il y a des miliciens qui existent en Guinée? Moi, personnellement, je n'ai pas vu des miliciens Bien. dans ce pays. Alors, par rapport à votre arrivée ce jour-là en province de Manéa, vous avez déclaré être venu en passant par Kagbele, Anko 5, Koza, Bameto, Kanfaya, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que vous avez déclaré que c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des gens s'est rendus au stade du 28 septembre et qu'il y a eu des mouvements là-bas? Est-ce que vous le maintenez? Si, ma première information, c'est à partir de Bambeto. Bon, est-ce qu'en ce moment précis, on vous a donné l'identité des personnes qui se seraient rendues? Non, c'est à partir du camp où certaines m'ont donné l'identification des éléments qui étaient partis. Oui, pourquoi il pose la question? Parce qu'on vous a dit que vous êtes en train de créer de la confusion ou de la contradiction par rapport aux deux versions. La première, suivant laquelle c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des militaires seraient rendus au camp, au stade du 28 septembre, et que la seconde version, c'est pas du camp, que vous avez appris que telle personne précise s'est rendue au camp, au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a contradiction entre ces deux déclarations? Les versions ne sont même pas de même, donc il n'y a pas de contradiction. Bien. Alors, je voudrais m'intéresser un peu à vos rapports avec le commandant Toumba Diakité. Parce que je l'entends vous appeler Grand-Co. Est-ce que vous le maintenez? Il a parlé à cette barre-là et vous appelle Grand-Co. N'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un grand si cette personne nous a maltraités? Autrement dit, si vous avez maltraité Toumba, si vous ne l'aimez pas, est-ce que, si vous l'avez fait du mal, est-ce qu'il va vous appeler Grand-Co? Moi, je n'ai jamais choisi le faire du mal. Bien. Parce que généralement, on appelle les personnes par leur nom quand il n'y a pas d'intimité, quand il n'y a pas de familiarité. Mais pour les intimes, on dit Grand-Co. Sinon, vous appelez M. Claude Pivi, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. En vous appelant Grand-Co, ne pensez-vous pas c'est parce que vous l'avez traité comme un jeune frère, mon colonel? Bien sûr, c'est un élève et un jeune frère. Bien. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une haine quelconque, à force qu'on a qualifié à cette barre de viscérale? Bon. Est-ce que vous aviez une haine contre M. Toumba Diakité? Tant soit peu. Je n'ai pas de haine contre lui. Si à travers ses fautes, ça, je le juge. Bien. Donc, à cette barre, est-ce que vous nous déclarez que ce que vous connaissez par rapport aux faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal? Si. À cette barre, est-ce que vous nous déclarez au juge que les faits tels que vous l'avez connus ou vécus par rapport aux événements du 27 septembre? Sur les faits auxquels nous sommes là, Oui. pour le 28 septembre, Voilà. Je dis, est-ce que vos déclarations reflètent votre part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre? oui, j'ai parlé, mais le côté de ma vérité ici. Bien. Et avant de continuer par rapport à ces faits-là, je voudrais m'attarder un peu par rapport à une question, parce que là, je ne voudrais pas continuer sans l'aborder.
d'après vos informations, parce qu'à cette barre, M. Diakité a déclaré avoir été au commandement de la gendarmerie nationale, où il s'est frayé le chemin en dégageant des gendarmes, puis il s'est rendu au PM3, où il a enlevé les galons d'un colonel, nom de Balamou, je crois, puis a tiré des coups de feu avant de libérer des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous en êtes informé? Ou est-ce que vous avez appris cela? Ce que j'ai appris, c'est la libération des hommes. Bien. Par rapport à un tel fait, qui n'est que celui d'un aide de camp d'un président de la République, si le président en est informé, est-ce normal que le président se déplace pour aller le rencontrer et connaître les mobiles de son action? Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara, en apprenant que son aide de camp a agi ainsi par la voix même du haut commandant, il était légitime en tant que président de trouver son aide de camp pour savoir le pourquoi de son agissement? Est-ce que cela est normal, mon colonel? C'est pas normal. Non, je vous comprends. Je veux savoir, est-ce que le président Dadis Camara, lorsqu'on l'a informé que le commandant Toumba a libéré des hommes qui étaient arrêtés au PM3, était dans son droit d'aller poser la question pourquoi elle a agi ainsi? Ce n'était pas dans son droit d'agir comme ça. Bien. Est-ce qu'en allant trouver le commandant Toumba à Koundara, par rapport à ce fait, pour en savoir davantage, est-ce que la réponse était de recevoir une balle dans sa tête? Non, le président avait raison d'aller le demander. Bien. Est-ce que la réaction de M. Diakité, selon vous, était proportionnelle par rapport à la demande du président? Ce n'est pas proportionnel. Bien. Dans ces conditions, parce que M. Diakité a dit à cette barre qu'on voulait l'arrêter, et c'est pourquoi il se serait défendu. Croyez-vous en cette thèse, M. Pivi? Allô? Est-ce que vous croyez en la thèse selon laquelle, selon M. Diakité, c'est pour se sauver qu'il a tiré sur le président de la République? Vous croyez en ça? Non. Bien. Est-ce que pendant l'arrivée du président au camp Koundara, vous avez appris qu'un élément du président ou que le président lui-même avait tiré sur M. Diakité? Vous avez appris ça? Non. Bien. Vous avez, parlant de monsieur, de commandant Alphonse Tolno et de M. Aydor, Alphonse Touré, voilà. Vous avez déclaré que c'est M. Diakité qui les aurait arrêtés, puis conduits à Kassa. Vous le maintenez? Je maintiens. Est-ce qu'il avait ce droit d'arrêter ces personnes-là et les conduire à cet endroit? Il n'avait pas le droit d'arrêter les 3 hommes-là pour les envoyer à Kassa. Bien. Est-ce que vous avez appris que M. Diakité, pendant ce temps-là, se promenait avec 4 grenades sur lui? Vous avez appris ça? Il se promenait avec les grenades. Et pensez-vous que c'est normal dans un pays comme le nôtre, où un militaire peut se promener avec 4 grenades autour de lui? Ça ne se fait pas. Bien. Par rapport au recrue de Kaléa, moi, je suis vraiment perplexe, je me demande. Mais entre vous, qui était chargé de la sécurité présidentielle et le ministre de la Défense nationale,
à qui on doit poser des questions par rapport à ces recrues, par rapport à la formation. Mon colonel. Celui auquel on doit poser la question, normalement, c'est le ministre de la Défense. Bien. Parce qu'on a tendance à faire croire que vous êtes le seul ministre dans ce pays-là. On vous demande, mon colonel, quelle disposition avez-vous prise par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a posé la question à tous les ministres de l'époque-là, de savoir, mais comment est-ce que ces faits ont été gérés? Parce qu'à mon avis, il y avait un gouvernement, vous n'êtes pas le seul ministre de la République, n'est-ce pas? Bien. Pourquoi c'est à vous seulement, ou au colonel qu'on appelle le Diaby, qu'on pose la question de savoir? Ça aussi, ça m'étonne. Bien. Alors, par rapport à ces recrues, vous avez dit que vous ne saviez pas comment est-ce qu'ils ont été recrutés, ces personnes ont été recrutées. Et comment est-ce que la formation a été assurée? Est-ce que vous le maintenez à cette barre? Là, vous avez déclaré à cette barre que vous ne saviez pas comment est-ce que les personnes qui étaient en formation à Kalia ont été recrutées. Vous avez dit que vous ne savez pas non plus comment ils étaient formés. Est-ce que vous le maintenez? je maintiens. Bien. Mais en donnant ces déclarations à cette barre, est-ce que cela veut dire que vous, colonel Pivi, vous avez pris des recrues à Kalia pour les faire venir à Conakry? Est-ce que cela veut dire ça, mon colonel? Ça m'étonne. Moi, je n'ai jamais été à Calais. Comment je vais prendre les recrues pour venir les maintenir à Conakry? Bien. Est-ce qu'on a arrêté des recrues qui auraient déclaré que c'est le colonel Pivi qui m'a fait venir à Conakry pour aller opérer au stade du 26 septembre? Est-ce que des recrues ont été arrêtés et qui auraient fait des déclarations? À votre connaissance? Non, moi je n'ai jamais vu un recrue qui déclare que je suis parti derrière lui. On vous a présenté une recrue qui aurait dit que c'est vous qui l'avez envoyé au stade du 28 septembre? Non. Personne. Bien. Par rapport au béret rouge, parce qu'on a tendance à croire que nous étions béret rouge à l'époque des faits, que vos éléments, autrement dit, c'est la garde présidentielle. Est-ce que les éléments de Bata étaient sous votre commandement? Non. Bien. Est-ce que les éléments de Bata étaient aussi des bérets rouges comme tous les autres bérets à Conakry? Si, Bata, c'est les bérets rouges. Qui n'étaient pas sous votre commandement, n'est-ce pas? Si. Bien. Est-ce que les éléments du général Konaté, Sekouba, étaient aussi des bérets rouges? J'étais tous des bérets rouges. Bien. Donc, il n'y avait pas que vos éléments qui étaient des bérets rouges à Conakry au moment des faits, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Alors, par rapport, parce qu'on a tellement marqué là-dessus, concernant Bégré et Sankara, moi, je veux savoir, vraiment, est-ce que ces personnes-là, c'est vous qui avez conduit leur arrestation? Autrement dit, est-ce que c'est vous qui les avez arrêtés? Non. Est-ce que, quand ils furent arrêtés, c'est à vous qu'ils ont été déposés? Non. Bien. Est-ce que ces personnes-là ont été torturées une fois devant vous, mon colonel? Personne ne m'a dit qu'ils ont torturé quelqu'un là-bas. Bien. Alors, parce que quand vous avez déclaré que vous dites que, bon, que ces personnes, qu'on appelle Bégré surtout, quand il a été arrêté, je crois, fait par MLAP, n'est-ce pas? Par des douaniers, n'est-ce pas? Oui, je dis qu'il a été arrêté par les douaniers, Bien. conduit au chef de bataillon, paix à son âme, qui était le colonel Diamankan. Alors, est-ce que c'est vous qui commandiez le colonel Diamanka? Non, moi je ne peux pas mentir sur lui. paix Non, à je son veux âme. savoir, est-ce que c'est vous qui le commandiez à l'époque? Non, moi je ne le commande pas, puisqu'il est le chef de son bataillon. Bien. Lui, il relevait de qui directement? Il relève du ministre de la Défense. Bien. Dans ces conditions, lorsque une personne lui est confiée, quelles que soient les circonstances, bon, on ne la connaît pas, mais Non. que mort intervienne,
Est-ce que c'est vous qui devez répondre des questions par rapport à ce cas de décès? Ou est-ce que c'est le camp ou le commandant de ce camp qui devait me placer pour répondre à cette question? C'est le commandant du bataillon qui devait répondre à ces questions. Alors, vous, colonel Pivi, de la sécurité présidentielle, qu'est-ce que vous avez à voir par rapport à cela? Rien. Bien. Concernant Sankara, est-ce que c'est devant vous que Sankara également aurait été exécuté, parce qu'on parle de son exécution? Est-ce que vous étiez présent quand cela arrivait? Ce n'est pas devant moi. Bien. Mais dès lors que ce n'était pas devant vous, vous n'étiez pas présent. Mais quelle responsabilité pouvez-vous encourir par rapport à un tel cas? Mon colonel. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux-ci aussi étaient à la recherche parce que le chef de bataillon était maintenant à pied pour chercher tous ces gens-là aussi. Bien. Alors, revenons un peu au stade du 28 septembre. Alors, là aussi, je ne comprends pas. Avant 2008, est-ce que mon colonel, vous étiez connu en Guinée par la plupart de nos concitoyens? Est-ce que vous étiez connu en Guinée? Beaucoup de Guinéens me connaissent. Bien. Est-ce que les autorités guinéennes vous connaissaient en ce moment-là aussi? Bien sûr. Bien. Dès lors, pendant le CNDD, est-ce que vous étiez aussi connu en tant que ministre, bien entendu, par les leaders politiques? Autrement dit, par Elash Alain Diallo, par M. Lucien Fall, par Mouta Diallo, par Jean-Marie Doré et tous les autres là. Est-ce que vous connaissez physiquement, mon colonel? Tous les opposants me connaissaient physiquement. Bien. Parce que là, je ne comprends pas. Que ce soit seulement Monsieur, Madame Aïssatou Ba, Lieutenant Abdoul Ba, Madame Mariama Diallo, Lieutenant Mamadou Diallo, et M. Arubari, qui déclare, vous avez vu, au stade 28 septembre. Alors que tous ces leaders-là, qui ont conduit à ce stade, dans ce stade, n'ont jamais déclaré vous avoir rencontré ni vu. Que pensez-vous de cela, monsieur Pivi? C'est ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Tous ceux qui ont dit qu'ils m'ont vu au stade, c'est pas vrai. Est-ce que si ces leaders politiques, vous connaissant parfaitement, vous avez vu au stade, est-ce qu'il aurait manqué de les déclarer? Si tous les leaders politiques me voyaient au stade, j'allais être les premiers à déclarer, puisqu'ils me connaissent physiquement. Bien. Est-ce que vous savez que ces personnes déclarées partie civile ne sont pas des témoins, vous le savez? Les personnes qui ont déclaré, vous avez vu au stade, savez-vous que ce ne sont pas des témoins dans ce procès? Je sais, ce n'est pas des témoins. Bien. Alors, on vous a aussi demandé pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller au stade. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que vous avez été vous-même au stade? J'ai bien dit que je n'ai pas été au stade, ni mes hommes n'ont pas été au stade. Dans ces conditions, comment pouvez-vous les empêcher d'aller au stade dès lors qu'ils ne sont pas rendus? Je pose dans ce cas la question de savoir, comment vous pouvez empêcher quelqu'un d'aller à un endroit où il n'a pas été, mon colonel? Ça, moi-même, ça m'étonne parce que moi, mes hommes ne sont pas quittés devant moi ni derrière moi pour aller au stade. Bien. Alors, revenons toujours au stade. Parce qu'on vous poursuit pour complicité de viol.
sur plusieurs personnes. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on vous a présenté quelqu'un qui vous a dénoncé par rapport à un cas de viol? Moi, on ne m'a jamais présenté personne pour dire que j'ai violé tel outil. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un à violer une personne? Non. Est-ce que vous avez donné des moyens ou instruments à quelqu'un pour commettre un viol quelconque? Non. Alors, en quoi, selon vous, vous êtes complice de viol? Mon colonel. C'est pas vrai. Bien. Alors, par rapport au cas de pillage, là également, je m'interroge. Mon colonel, en tant que ministre de la République, mais pendant tout votre parcours, donc c'est en tant que ministre de la République que vous avez pillé des magasins, mon colonel? Pas de pillage de magasins, de vol de téléphone. En tant que ministre, est-ce que c'est en ce moment-là que vous, colonel Pivi, allez piller des magasins dans ce pays-là? Moi, je n'ai jamais pillé un magasin dans ce pays. Bien. Mais mon colonel, vous étiez dans le besoin d'un téléphone en tant que ministre, au point d'aller voler des téléphones portables? J'ai toujours dit que si moi je n'ai pas aidé la population guinéenne, je ne peux pas me permettre de les piller. Ne pensez-vous pas que ces propos sont de nature à porter atteinte à votre honorabilité, à votre dignité, mon colonel? Bien sûr. Bien. Alors, par rapport également à ces faits de pillage, j'ai suivi le ministère public dans son élan de démontrer un peu que les faits auraient existé, qui vous a dit, oui, ce jour-là, vous êtes passé par Anko 5, par Koza, et puis par Bambeto. Et qu'il y aurait eu, en ces endroits-là, des cas de pillage. Mais, mon colonel, est-ce que le simple fait pour vous de passer à ces endroits vous rend coupable de faits de pillage qui seraient survenus? Non, mais c'est une route. Bien. Cette voie, elle était publique ou privée? Bien sûr. Non, la voie en question, cette route, était publique ou privée? Cette route est-elle privée ou publique? Cette route, c'est une route nationale. Bien. Alors, dans ce cas, mon colonel, je veux savoir, est-ce qu'on vous a trouvé porteur d'objets quelconques provenant de faits de pillage? Autrement dit, des denrées qui ont été pillées, des téléphones volés, ou des biens quelconques qui ont été pillés. Est-ce qu'on a trouvé ces biens-là chez vous? Non. Bien. Ou autrement dit, est-ce que sur le terrain du théâtre des événements où ces pièces auraient eu lieu, est-ce qu'on a trouvé des objets là-bas? Non. Vous appartiendrez. Autrement dit, là où on déclare qu'il y a des pillages, notamment à Koza, Bambeto et Koloma, est-ce qu'on a trouvé des objets là-bas qui vous appartiendraient? Non. Alors, quel rapport peut-on établir entre vous et ces faits de pillage, mon colonel? Est-ce qu'il y a un rapport quelconque entre vous et ces faits de pillage allégués? C'est une accusation. Bien. Par rapport aux autres infractions, parce que là aussi, on poursuit pour meurtre. Mon colonel, est-ce qu'on vous a dit à cette barre qui vous aurez tué?
Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Non. Moi, je sais que vous n'avez jamais tué. Mais est-ce qu'on va dire à cette barre qui vous avez tué? Parce que pour qu'on vous accuse de meurtre, il faudrait au moins que la personne soit identifiée par rapport à vous. Est-ce qu'on vous a dit qui vous avez tué, mon colonel? Personne. Bien. Et d'après votre déclaration, vous avez passé tout votre temps, n'est-ce pas, à protéger les soins guinéens. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Pendant le temps de CNDD, parce que si j'ai bonne mémoire, j'apprenais qu'il y avait des numéros et qu'il fallait appeler lorsque on voit des bandits. Est-ce que cela était vrai? Tout Conakry le sait. J'avais un numéro vert auquel j'ai donné à plusieurs populations de Conakry comme numéro vert en cas de problème. On me faisait appel. Même si c'est à 3h, 4h du matin, je me déplaçais pour me rendre dans le lieu. Mais mon colonel, un militaire qui s'est ainsi sacrifié pour sa nation, ne pensez-vous pas qu'il mérite plus des hommages que d'être accusé de faire des pillages, mon colonel? Absolument. Bien. Je devais avoir des honneurs, mais... Et on vous a également demandé, oui, mon colonel, par rapport à ces faits, qu'est-ce que vous avez posé comme acte de nature à empêcher que les faits survenus n'arrivent? Mais est-ce que vous-même, vous saviez que des cas comme ça seraient survenus ce jour au stade? Non, moi je ne savais pas que ça allait arriver au stade. Parce que pour prévenir, il faut être informé. Est-ce que vous saviez, avant le 28 septembre, que des cas de meurtre ou de torture quelconque, tous les faits exposés devant ce tribunal-là, c'est survenu au stade? Non. Bien. Alors, par rapport à cette fameuse réunion, parce qu'on a parlé de réunion de veille, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu une réunion tenue par le gouvernement le 27 septembre 2009? Je n'ai jamais assisté à une réunion. Bien. Est-ce que, à un moment quelconque, un plan a été élaboré pour réprimer des manifestations au stade du 28 septembre? Non, je n'ai pas assisté à la réunion. Donc, ce plan n'a jamais existé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, vous, colonel Pivi, est-ce que pensez-vous avoir un rapport quelconque avec les faits qu'on vous reproche, à savoir le meurtre, le viol, l'assassinat, la séquestration, l'enlèvement, incendie, complicité de ces infractions-là? Une kyrielle d'infractions. Est-ce que, mon colonel, vous avez un rapport quelconque avec ces faits? Non. Bien. On vous a dit que oui, bon, mon colonel, vous êtes en train de vous contredire. Mais en réalité, est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Ce que je ne connais pas, je ne peux pas parler de ça devant le tribunal. Bien. Lorsque un procès verbal, tel celui de la gendarmerie, qui comporte des déclarations que vous ne connaissez pas, est-ce votre droit de dire au président du tribunal que ces déclarations, c'est pas moi qui les faites? Oui ou non, c'est votre droit? Bien sûr. Bien. Merci, M. le Président.
Monsieur le Président, honorable assesseur, merci de me permettre de poser quelques questions au colonel Claude Pivy. Colonel? Oui. Je veux parler avec vous de 6 choses essentiellement. La première chose, je veux qu'on parle de la prise du pouvoir. La deuxième chose, je veux qu'on parle de M. Claude Pivy en tant que soldat, le soldat Pivy et le ministre Pivy. La troisième chose, je veux qu'on parle du commandant Abou Bakar Diakité, alias Toumba. La quatrième chose, je veux qu'on parle des questions qui ont été posées et qui sont directement en rapport avec le président Dadis. Ce n'était pas pour vous, même pour lui. Je veux qu'on parle du complot contre Dadis. Et enfin, je veux qu'on dise devant ce tribunal à qui a profité ce complot. Je reviens sur le premier point, la prise de pouvoir. Je voudrais qu'on en discute en détail. Dites-nous comment le pouvoir a été pris, comment les choses ont évolué jusqu'à ce que le président Dadis soit désigné comme le président. Je veux qu'on en parle en détail. Et je souhaite vraiment que vous donniez les vraies informations à ce tribunal pour éviter toute dissipation, toute confusion plutôt. La question? Comment vous avez pris le pouvoir? Quels sont les rôles qui ont été joués par M. Claude Pivy, par les uns et les autres? Bon, si je veux parler de la prise de pouvoir, ce pouvoir, c'est depuis très longtemps, nous on avait siégé là-dessus de s'organiser à ce que, au décès, parce que, paix à son âme, le journal National Comté était déjà fatigué, auquel souvent, on se disait que bon, le jour où il sera mort, quand Dieu va l'appeler, le jour où il sera mort, le pouvoir, il faudrait qu'on le prenne. Mais, comme ce temps-là, c'est moi qui étais quand même le porte-parole de l'armée, donc toutes les équipes tournaient autour de moi pour pouvoir être renseigné des événements. Et dès que le président est mort la nuit, je fus être informé par la garde rapprochée même qui était au niveau du palais. Ils m'ont informé. Et moi aussitôt, j'ai informé le président Dadis, parce que nous étions ensemble la nuit là. Je lui ai dit, bon, frère, il faut rentrer chez vous. Moi, je rentre au camp, je vais essayer d'aller au camp pour organiser la situation qui est arrivée. C'est comme ça, il est allé, il était avec paix à son âme, Kelly, qui est son ami. Moi, je suis rentré au camp. Aussitôt, il y a eu le général Toto qui est venu. Et certains généraux sont venus encore me trouver là-bas, tel que le général Doumbouya, tous la Grandé. Un peu plus tard, on s'est déplacé, on est allé vers Bata. J'ai essayé de parler à les commandos qui étaient à Bata là-bas. Même le ministre de la Défense n'était même pas en place. C'est à partir de là-bas que je les ai demandé de l'appeler en tant que chef de bataillon qu'il vienne pour qu'on va essayer de siéger sur là-dessus.
Alors, un peu comme ça, on s'est convenu la nuit. Et moi, j'ai dit au président Dadis, j'ai dit que vous ne pouvez que vous présenter demain à 13h. À 13h, vous devez vous présenter. Tout va terminer à partir de 13h. Nous, on va mettre tous les points et on vous tiendra compte comment on va vous donner le pouvoir. Et quand la journée a été arrivée, ça trouvait que tout le camp était maintenant sous mon contrôle. Le camp était sous mon contrôle, où j'ai essayé de faire des groupes de batteurs chars, de battants, ainsi de suite. J'ai dit, c'est moi-même qui ai dit au journal Sekouba, j'ai dit, vous n'avez rien à voir là-dedans, chacun doit nous suivre. Nous avons les derniers mots. Paix à son âme, mon ami qui est Issa Konaté. On a beaucoup siégé là-dessus. Et là, quand le moment arrivé, tout le camp était rempli. On s'est demandé de rentrer au bureau du journal Sekouba pour qu'on va se donner les derniers mots. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans son bureau. J'ai demandé que 3 personnes, plus ou moins 4. Donc, il y avait moi, il y avait Père son âme Issa, il y avait le journal Sekouba et le président Dadis. Nous étions au nombre de 4. Ils sont là, vous pouvez demander aussi certains militaires derrière moi. Tout s'est passé au camp Alpha à vue d'œil de tout le monde. Donc, il y a Konaté, il y a Père à son âme Issa, qui a pris la parole. Il dit, bon, voilà, maintenant, là où nous sommes, il s'agit maintenant de faire la désignation de celui qui va être le chef de l'État pour la transition, pour être le président du pays. J'ai dit non. Il a dit, bon, c'est Sekouba qui doit être le président. Moi, j'ai tapé la porte, la table, j'ai dit non, tu ne dois pas dire ça. Très longtemps, nous, on a jugé nécessaire que le jour où Dieu va nous donner le pouvoir, là, on va donner au capitaine Dadis. Parce qu'il nous a donné beaucoup de conseils très longtemps. Et c'est comme ça, ce pouvoir a été pu donner au capitaine Dadis. Donc, j'ai demandé à Sekouba que vous devez être le ministre de la Défense auprès de votre camarade. Lui, il va être le président. Nous devons être des ministres autour de vous. Un peu comme ça, c'est comme ça. De là-bas, on est sorti. On est allé maintenant au bataillon du camp Fer, là où on a organisé maintenant les autres officiers supérieurs pour pouvoir organiser ce qu'on appelle le CNDD, c'est-à-dire les membres du CNDD, c'est-à-dire le généraux Toto, ainsi de suite. On les a dit d'organiser ça et quelques minutes. Moi-même, Claude Pivis, c'est moi-même qui étais à la porte. Vous pouvez demander les officiers supérieurs qui étaient le temps là, au camp Fer là-bas. Il n'y avait pas, même un sergent ne pouvait pas rentrer là-bas, ni même un lieutenant. Non. Ce n'est que des officiers supérieurs que j'ai permis de siéger, de faire la liste. Et à un certain moment, j'ai demandé que bon, ça suffit. J'ai demandé au capitaine, j'ai dit, vous pouvez vous lever, vous et le général Sekouba, vous allez descendre. Le temps est arrivé maintenant, on va essayer de vous présenter devant les militaires, comme quoi vous êtes le chef de l'État, et on va aller à la radio pour vous présenter. C'est comme ça, ça a été fait. Si je vous comprends bien, ça veut dire que vous êtes celui qui a informé pour la première fois M. Dadis Camara du décès du président Lansana Conté. Bien sûr, moi je l'ai informé à table. Ça veut dire que c'est une contre-vérité lorsque M. Toumba dit que c'est lui qui a murmuré à l'oreille du président Dadis. Et là, a été le premier à informer ce dernier du décès de feu général Lansana Conté. C'est bien cela? Moi, je ne peux même pas confirmer ce dernier, parce que le temps là, lui, comment il pouvait aller? Il n'était même pas en contact avec la présidence. C'est moi qui avais en contact avec la présidence. Parfait. Parfait. Vous savez pourquoi je tiens à ce qu'on en parle et on va en parler? Je suis venu de l'aéroport ce matin pour ici. J'ai beaucoup de photos qui ont été prises directement ce même jour-là. Je ne sais pas, avec la permission de Monsieur le Président, je peux lui montrer ces photos, Monsieur le Président. Les photos sont... Nous allons les imprimer sur la prise du pouvoir.
le même jour même. Où sont les photos? Je les ai là. Vous pouvez les imprimer, après vous les enverrez pour lui montrer. Promis, Monsieur le Président, ce sera fait. Mais est-ce que quand même vous vous rappelez de la salle qu'on appelle amphithéâtre au camp Alpha Yaya? La salle? La salle est dénommée amphithéâtre. Bon, moi, la salle, le bureau de Sekouba, général Sekouba, et le grand bureau au bataillon. Je parle de ce grand bureau-là. Oui, bien sûr. Où vous avez dit que vous étiez devant, où vous êtes effectivement devant. Oui. Ce jour-là. C'est moi-même qui les ai ordonnés, j'ai dit de me suivre. Ils doivent me suivre, maintenant on sort pour aller maintenant. J'ai toutes les photos prises le même jour. Mais nulle part, j'ai vu la photo de M. Aboubakar Diakité. Est-ce que cela remet en cause le fait qu'ils disent qu'il a été essentiel dans le rôle joué pendant la prise de pouvoir? Moi, c'est devant le barreau ici que moi, j'ai entendu parler que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, alors que tout s'est passé devant les militaires guinéens. Les militaires guinéens en ont témoin. C'est parfait. Monsieur Aboubakar Diakité a dit, juste par rapport à cette prise de pouvoir, que le militaire guinéen le plus armé à l'époque était le général Sekouba. Et lui, il était le patron du Bata, c'est bien cela? Il était le chef de bataillon du Bata. Est-ce que si vous n'étiez pas aussi essentiel, aussi fort, vous pouviez prendre le pouvoir au camp Alpha Yaya en présence du militaire le plus armé et le plus craint? Est-ce que c'était possible si vous n'aviez pas été là? D'abord, avant que le général Sekouba rentre à Canfer, c'est moi qui l'a donné l'ouverture parce que j'étais le porte-parole. Quand il a quitté Massanta, c'est moi-même qui a ordonné le camp d'ouvrir le camp pour qu'il rentre. Malgré le fait qu'il soit le patron de ce camp, il a fallu vous pour qu'il rentre au camp. Le Bata était sous mon contrôle. C'est bien ça? Bien sûr. Le Bata était donc sous votre contrôle. Tout le camp était sous mon contrôle. Est-ce que vous confirmez que le général Sekouba lui-même voulait le pouvoir? Si le général Sekouba voulait le pouvoir. Bon, moi, je ne peux pas savoir s'il voulait le pouvoir, mais il ne pouvait pas prendre le temps là, devant nous. De toutes les façons, il ne pouvait pas le prendre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous confirmez aussi que le général Toto voulait aussi le pouvoir? Bon, chacun de ceux-ci là, il voulait le pouvoir, parce que peut-être c'est des officiers supérieurs, mais ils ne se sont pas manifestés. Toujours ce jour-là, je voudrais que vous disiez publiquement qui avait humilié le général Toto. Est-ce que Marcel? Est-ce que M. Diakité? Ce jour-là, personne n'a humilié le général Toto. Ce jour-là? Ce jour-là, personne. Il l'avait humilié. Personne. Parfait. Si je vous comprends bien, donc, la décision de la prise de pouvoir a été prise entre vous, Monsieur Claude Pivi, Feu Issa, Général Sekouba Konaté et le président d'Addis, Camara. Merci. Monsieur Aboubakar n'était même pas là. On ne le voyait même pas là-bas, le temps là. Faut pas... Mais on nous fait comprendre qu'il est allé détruire plusieurs postes de résistance. On est même allé jusqu'à penser qu'il était extraterrestre et qu'il avait juste pris sur lui un corps humain. Vous pensez que lui seul, à cette époque-là, pouvait bien mettre ou prendre 3 camps en même temps? On a fait appel à tous les camps de se rendre au camp Alpha tranquillement et chacun s'est rendu tranquillement au camp. Donc tous les responsables des différents camps étaient déjà au camp Alpha Yaya. Absolument. Donc il n'y avait pas de raison qu'un autre quitte pour aller dans un autre camp. Non. Vous savez, je vous crois. Vous savez pourquoi? Parce que si ça n'avait pas été le cas, la prise du pouvoir n'aurait pas été sans effusion de sang.
si des camps s'étaient levés contre vous, on aurait eu du sang en Guinée. Est-ce que vous pouvez au moins le dire, même si tout le monde le sait, qu'en 2008, le président Dadis a pris le pouvoir sans effusion de sang? Effectivement, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Même le bataillon Char, même le camp Alpha qu'on parle, chacun s'est rendu tranquillement. Et depuis le temps là, vous pouvez demander les militaires du bataillon Char, leur chef, c'est eux-mêmes qui étaient dans les commissions. Ils étaient dans les commissions aussi. Alors, si on vous comprend bien, par rapport à la prise de pouvoir, si le président Dadis devrait rester redevable à quelqu'un, c'est bien à l'armée, pas à un individu bien déterminé. Bien sûr, à l'armée. Bien sûr. Si l'armée n'avait pas voulu, grâce à vous, il ne serait pas devenu président. Bien sûr. On va aller au deuxième point. Je veux qu'on parle de M. Claude Puvis. Naturellement, ce qui n'a pas été déjà dit. D'abord, le soldat et le ministre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas dit devant ce tribunal vous concernant? Bon. L'homme que vous êtes. On en a parlé d'autres ici, devant ce tribunal. D'autres choses que vous avez fait pour le bien de notre pays. D'abord, j'ai bien dit que dans ce pays, même l'agitation entre les races au niveau de Zérekoré, quand il y a eu des problèmes là-bas, oui, c'est moi et le colonel Tebro qui a fait le déplacement ici, où nous nous sommes rendus à Zérekoré, où il y a eu plus de 200 et quelques morts. Et nous avons tiré les recherches et on a mis la paix et on a essayé de donner la main entre les citoyens de Zérekoré. Tout le monde est devenu même famille. On a fait ça plus de 8 mois, on est basé à Zérekoré, moi et le colonel Tebro. Est-ce qu'une personne capable de piller de pauvres populations peut bien se permettre d'accomplir un tel acte républicain? On ne peut pas. Si on n'a pas aidé ce peuple-là, on ne peut pas le détruire. Parfait. Dites-moi, vous avez servi, je vais revenir sur certaines choses par rapport aux soldats que vous êtes. Vous avez servi le régime du feu président Lansana Conté. N'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, le pouvoir de Conté allait vaciller si vous n'aviez pas été là? D'abord, j'ai bien dit que d'abord, tout le monde en sait, en ville ici, je vais toujours le respect du président en tant que père. Sinon, il y avait un temps qui est arrivé, j'ai commencé d'abord lorsque le palais a été attaqué, ils ont envoyé... En quelle année? Allez-y. Oh, bon. C'était en 96, non? Non, je crois le 2 ou 3. Allez-y. Le 2 ou 3 février. OK. Quand il y a eu l'attaque au niveau du palais, la fois passée, il y a un des doyens qui a parlé de Wanwaran. Donc, quand ça a été fait comme ça, ils ont pris le président envoyé au camp Al-Faya. C'est moi encore qui ai été l'auteur pour sauver le journal Conté là-bas, au niveau du camp Al-Faya. Ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a été arrêté, il était au camp Al-Faya, il a fait quelques jours. Alors, il s'agissait d'aller le terminer au niveau de l'hygiène militaire. Donc, le matin, tous les officiers supérieurs ont fait le rassemblement devant le drapeau du camp Al-Faya, où il y avait les Gbago Zoumangui, les Vamra Oulari, ainsi de suite. Moi, en tant que caporal-chef, je suis allé à Bata, j'ai organisé au moins 5 de nos hommes. J'ai dit, on ne peut pas rester ici, ils vont essayer de faire du mal à notre président parce que c'est à son temps que nous, on a été recrutés dans l'armée. Allons-y, on va essayer de crier fort au niveau du bataillon et on va essayer de dégager. C'est comme ça on a été
pour crier au niveau du bataillon et on a dégagé tout ce qui avait déjà préparé contre le général Conté. On l'a demandé de venir au drapeau, de s'adresser à nous, les militaires, et on est prêt à le défendre et on l'a défendu et je l'ai pris, je l'ai confié dans un lance-grisaire de l'hôpital, j'ai dit accompagne le président au BKG. À ce moment-là, vous n'étiez que caporal-chef. Hein? J'étais qu'un caporal-chef. Est-ce que là n'est pas l'expression d'une loyauté vis-à-vis de celui-là qui était le premier magistrat du pays ou le commandant en chef des forces armées? En le faisant, vous vouliez indiquer à toute l'armée que vous êtes loyal. N'est-ce pas? Ça, c'était mon premier devoir loyal. Est-ce que c'est le seul devoir accompli vis-à-vis de feu général Lansana Conté? J'ai dit bien le 2 ou 3 après. Ça, c'était le premier acte. Deuxième acte, c'est lorsque j'ai été désigné en l'an 2006 ou l'an 2007. Bon. Quand j'étais désigné comme porte-parole de l'armée, ça faisait le deuxième, où encore l'armée a eu confiance en moi de me désigner comme porte-parole. Et ce jour-là, j'étais avec l'armée. Mais j'étais en tête du mouvement. On est venu plus d'une semaine pour pouvoir franchir le pont 8 novembre. C'est quand j'ai décidé, j'ai dit demain, je vais franchir ce pont-là, quelle que soit l'arme. Et j'ai franchi le pont 8 novembre devant tout le monde avec des milliers de tirs qu'ils ont fait. Tous les militaires de ce temps-là, je les ai laissés à quelques 100 mètres. Je dis, laissez-moi seul, je vais aller jusqu'à là où ils sont assis derrière le pont 8 novembre. S'ils veulent, je vais leur montrer des exemplaires. Je suis venu, ils ont tiré sur moi fatigué, moi je suis venu. Finalement, j'ai fait appel à mes hommes. Moi, je les ai désarmés, ceux qui étaient là-bas. J'ai pris certaines de leurs armes. Et les restes, ils ont replié. C'est-à-dire, quand on dit replié, ils ont fui, ils sont allés vers le BKG pour aller dire au président que l'adjudant-chef, parce que à l'époque, j'étais adjudant-chef, ils disent que l'adjudant-chef n'a pas voulu nous respecter. Donc, il faut qu'ils viennent par là. Je dis, si le président n'est pas assis, moi, je ne respecterai jamais personne. Parlez des faits maintenant, maître. Si, monsieur le président, ça fait partie des faits. Ça ne fait pas partie des faits. Ça fait partie, monsieur le S'il président. vous plaît, revenez sur les faits maintenant. Je suis de la défense, monsieur le président. Revenez sur les faits. On C'est pas veut une montrer, discussion. on veut présenter une autre personne devant vous. Il faut que notre rôle, nous le présentons autrement devant vous. Vous pouvez me retirer la parole et là, nous prendrons nos responsabilités en tant que défense, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de jouer mon rôle. Revenez sur les faits, maître, s'il vous plaît. Je ne discute pas avec vous. Monsieur le président. Revenez sur les faits. Je suis très courtois, je ne discute pas. Vous avez la parole Mais je pour vais les continuer mes questions. Pourtant, vous Monsieur le faites. Claude. Hein. Revenez, Monsieur posez des Claude, questions. On avance. Monsieur Claude, je dis justement avec des questions d'ailleurs. Après cet acte-là, qu'aviez-vous encore posé comme un autre acte de bravoure? Revenez sur les faits. Monsieur le président, n'insistez vous ne pouvez pas. Ça n'intéresse pas le tribunal. Revenez sur les faits. Non, ça intéresse la défense. Monsieur le président, vous ne pouvez pas imposer à la défense une stratégie. Ça, vous ne pouvez pas. J'ai suivi ce procès-là du début à la fin. Tout a été dit. Vous ne pouvez pas m'empêcher de ne pas poser mes questions. Personne ne vous empêche de poser des questions, s'il vous plaît. C'est ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole, maître. S'il vous plaît. Allez-y. Ce n'est pas un débat que j'engage entre vous et le tribunal. Ce tribunal a la direction des débats. Ce n'est pas une partie de décider de la direction des débats. Si le tribunal constate que les faits ou la direction prise par une partie n'apporte rien au débat, le tribunal peut bien le cadrer et lui demander de prendre la bonne direction. Et c'est ce que le tribunal est en train de faire. Conformément aux dispositions de l'article, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, vous laissez le tribunal parler. Ça ne va pas, l'article 400 ne vous permet pas d'aller contre les droits de la défense. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous continuez dans ce sens, le tribunal sera obligé de vous dire de quitter la salle. Parce que vous n'avez pas la parole. Ça fait partie des pouvoirs du tribunal.
Mais encore qu'on aurait compris au moins que le tribunal ne veut pas le respect des droits de la défense. Ça ne gênerait pas. Mais j'ai des questions à poser que je dois poser. Une fois de plus, vous n'avez pas la direction des débats dans cette affaire. Vous n'êtes pas le tribunal. C'est le tribunal qui décide de la direction des débats. Et cette direction-là, c'est des questions qui concernent les faits. Le tribunal vous a laissé poser assez de questions sur la personnalité de l'accusé qui est à la barre. Une fois de plus, si le tribunal vous dit de revenir sur les faits, vous ne devez même pas discuter. Parce que vous êtes en train de partir dans un sens qui n'apporte rien au débat. Ça, c'est au tribunal de décider de ça, de juger de l'opportunité de ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas une stratégie. Ce tribunal ne peut pas donner une stratégie et ne donnera jamais une stratégie à une quelconque partie dans le sens de poser des questions. Et le tribunal ne l'a même pas fait. Tout ce que le tribunal a demandé, c'est de poser des questions qui vont dans le sens des faits. C'est tout ce que le tribunal vous a demandé. Si vous engagez maintenant des débats ou des discussions avec le tribunal, ça devient autre chose. Parce que depuis le début de ce procès, c'est ce que ce tribunal est en train de faire. Toutes les parties qui prennent la parole et qui vont dans un sens qui n'apporte rien au débat, le tribunal est en droit, je le dis encore, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale, que nous connaissons tous, le tribunal est en droit d'arrêter toutes les parties qui se hasarderaient à emprunter un chemin qui n'apporte rien au débat. Vous voulez parler, monsieur le procureur? Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre, ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres parties au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fût-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois des prérogatives qui ne sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la stricte neutralité. Je vous remercie. Oui. Monsieur le procureur vient de dire tout à l'heure que la défense serait insoumise au tribunal. Il ne l'a pas dit, maître. Il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? N'engagez pas, pas une polémique là où ça n'existe pas. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne l'a pas dit, s'il vous plaît. Nous, on est soumis à ce respect. S'il vous plaît, maître, le ministère public n'a pas dit cela. On est soumis à ce respect au tribunal. Il a parlé devant tout le monde, mais il n'a pas dit cela. Mais il l'a dit. Peut-être que moi, je l'ai dit autrement, mais il l'a dit. Mais nous, on est soumis au tribunal. On est soumis à ce tribunal. Peut-être vous avez entendu ça seul, parce que le tribunal n'a pas entendu ça, ce que vous êtes en train de dire. Si le ministère public l'a dit, le tribunal n'a pas entendu cela. Vous l'avez compris autrement. C'est ce qu'il a dit. Pour moi, c'est ce qu'il a dit. Les questions posées par mon confrère, Maître Jokamé, vont bien dans le sens des faits de cette affaire. Il parle de la personnalité. Nous sommes à un procès pénal. Il est, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure, c'est sur la personnalité de M. Pivi. Dans un procès pénal, est-ce qu'on peut empêcher un avocat de pouvoir bien parler de la personnalité d'un accusé? Ce n'est pas possible. Nous avons vu tout à l'heure des questions ici concernant les narcotrafiquants. Parlant de calots, qui n'ont absolument rien à voir avec les faits, qui n'ont absolument rien à voir avec la personnalité de l'accusé qui est à la barre ici. Qu'on permette à mon confrère d'aller dans le sens, il ne va pas prendre suffisamment de temps sur ça et passer sur d'autres choses. Il a cadré il a donné son plan, autrement ce serait le déstabiliser.
nous prions de bien vouloir laisser Maître Jean-Baptiste Abba aller jusqu'au bout avec l'accusé. Nous vous remercions, Monsieur le Président. La partie civile. Monsieur le Président, je crois que nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Vous avez suffisamment l'impérium de la direction des débats. Mais je voudrais rappeler que chacune des parties a des droits qu'il faut absolument et impérativement respecter devant ce tribunal. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est important que la défense puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre, bien entendu, des limites fixées par la loi. Donc, si la défense estime, pour une quelconque raison, vouloir aller chercher sur la personnalité de son client pour pouvoir le défendre, nous pensons que c'est tout à fait normal, mais pas dans l'excès. Nous voulons dire que on s'est trop attardé sur des détails qui n'ont rien à voir avec le procès. Et donc, rappeler la défense à l'ordre ne signifie pas violer ses droits. Donc, moi, je pense qu'on peut aller à l'essentiel. Monsieur Pivi s'est suffisamment expliqué sur les prouesses qu'il a accomplies tant en Guinée qu'à l'étranger. Je pense que c'est largement suffisant pour camper sa personnalité. Il faut qu'on avance, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Une fois de plus, depuis le début de ce procès, je voulais dire, ce tribunal a laissé tout le monde aller dans le sens qu'il veut. Et deux fois, on dit même que le tribunal laisse les gens faire. C'est en connaissance de cause. Mais comme vous l'avez rappelé, la partie civile, quand le tribunal constate qu'on est en train de faire des excès, le tribunal peut bien rappeler à l'ordre. Rien n'interdit ça au tribunal, et c'est ce que le tribunal est en train de faire. On a posé assez de questions pour connaître la personnalité de M. Pivi qui est à la barre. Assez de questions. Si le tribunal intervient pour dire maintenant, je pense que ce n'est pas la première fois, il y a eu des intervenants à qui le tribunal leur a dit de revenir maintenant sur les faits. Et ce n'est pas la première fois. Ceux-ci sont revenus sur les faits. On a pris assez de temps pour poser des questions sur la personnalité de M. Pivi. Et il a bien répondu. Il a parlé de sa personnalité. Parce que si le tribunal demande maintenant à revenir sur les faits, je ne vois pas comment on peut empêcher la défense. Et une fois de plus, une défense qui n'est même pas conseil de l'accusé qui est à la barre, pourquoi on peut insister pour dire qu'on nous empêche de poser des questions, alors que ce tribunal n'a jamais empêché une partie de poser des questions. Mais je le rappelle encore, ce tribunal est en droit de recadrer tous les acteurs de ce procès, conformément aux dispositions de l'article 400. Si ce tribunal constate que c'est une direction qui n'apporte rien au débat, ce tribunal peut bien intervenir pour recadrer, pour rappeler à l'ordre. C'est bien les prérogatives de ce tribunal. Le tribunal n'a nullement l'intention d'empêcher quelqu'un, une partie, de poser des questions. Mais si c'est dans l'excès, le tribunal intervient pour rappeler à l'ordre. Ça, le tribunal le fera parce que ça fait partie de ses prérogatives. Toutes les parties, le tribunal l'a fait même avec le ministère public, en demandant au ministère public de poser des questions par rapport aux faits, malgré que ce soit la partie principale à ce procès. Mais le tribunal l'a fait. Le tribunal l'a fait avec la partie civile. Le tribunal l'a fait avec certains conseils des accusés. Ça veut dire que ce tribunal le fera avec tout le monde. Dès que le tribunal va le constater, il va intervenir pour
recadrer tout le monde. Nous sommes à la phase des questions. Nous sommes bien à la phase des questions. Le tribunal peut bien intervenir pour recadrer. Ne voyez pas cela comme étant un musellement. Ça, le tribunal est dans son rôle de recadrer tout le monde. Et il le fera. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le tribunal le fera à tout moment. Dès que c'est nécessaire, le tribunal interviendra pour recadrer, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Vous avez la parole, maître, pour continuer avec vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivy. Oui. Dans cette salle, j'ai appris qu'en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez membre du gouvernement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le gouvernement?